Voilà donc, bonjour tout le monde. Bienvenue donc au congrès donc, du Collège marocain de fertilité. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans ce symposium. Et donc on va parler d'un sujet qui est très intéressant, qui est en fait la place de la LH en stimulation ovarienne. Alors on sait que la procréation médicalement assistée, donc elle a connu beaucoup de développement, beaucoup de progrès, avec bien sûr un nombre de cycles qui est en augmentation constante, mais on a toujours cette petite épine au niveau du pied, c'est des résultats qui restent tout de même stables, et on pense éventuellement, on dirait que c'est à cause d'un groupe bien particulier de patientes, des groupes qui ont des stimulations ovariennes, donc chez qui on a des stimulations qui sont assez particulières, assez délicates à gérer. C'est les patientes âgées, et on sait tous que le nombre de ces patientes, il est en constante augmentation, mais il y a également donc une entité particulière qui est donc les mauvaises répondeuses. Bien sûr, il y a eu plusieurs pistes de recherche pour essayer donc de régler donc ce problème, donc de trouver des solutions. Entre autres, il y a eu toutes les recherches pharmaceutiques qui ont permis donc la synthèse donc des gonadotrophines recombinantes, que ce soit la FSH ou la LH. Bien sûr, je pense qu'on est tous d'accord que la FSH recombinante, elle est largement utilisée, exclusivement même dans les protocoles de stimulation ovarienne. Et on a ces dernières années un regain d'intérêt concernant donc la LH. Et donc ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est justement quel est le rôle de cette LH et notamment le caractère indispensable ou non d'une supplémentation LH quand on est en stimulation ovarienne. Alors, on va suivre ce plan pour essayer un petit peu d'entamer, donc de parler de cette question-là. D'abord, bien sûr, il faut toujours un peu rappeler la physiologie pour mieux comprendre pourquoi on aurait besoin de la LH en stimulation, essayer de rationaliser, de réfléchir sur l'éventuel intérêt de cette supplémentation et bien sûr, toujours rechercher les évidences scientifiques d'une supplémentation en LH, voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit et est-ce qu'il y a éventuellement une différence entre les différents produits dont on dispose. Alors on commence toujours un peu par comprendre d'abord la molécule. Donc on voit très bien ici, c'est une structure hétérodimérique, deux sous-unités, alpha, bêta. Ce qui est intéressant à connaître, c'est que la sous-unité alpha, elle est commune à la LH, à la FSH, à la TSH, mais également à l'HCG. Et c'est la sous-unité bêta qui est différente et qui va lui conférer ses propriétés, donc qu'elles soient biologiques ou immunologiques. Et toutefois, entre la différence entre la sous-unité bêta de la LH et de l'HCG, eh bien, on a tout de même une différence qui est très faible, puisqu'on a, comme on voit ici, une homologie d'à peu près 82%. Alors la LH, quel est son rôle pendant le cycle menstruel? Il est important de distinguer pendant la phase folliculaire, la phase précoce, la partie précoce, donc le début de la phase et puis la fin, la partie intermédiaire et puis la fin, parce que les modifications hormonales qu'on a, elles sont différentes et l'action de la LH, elle est différente également. Bon, l'objectif final, c'est avoir un follicule, un développement folliculaire, une maturation ovocytaire, mais le process, c'est différent en fonction de la partie du cycle où on se trouve et la partie de la phase folliculaire où on se trouve également. Bien sûr, ça se base sur la théorie qu'on connaît tous, qui est la théorie bicellulaire et il va faire intervenir la FSH, la LH et puis les deux cellules, principales cellules qui constituent le follicule ovarien, qui sont les cellules de la TEC et les cellules de la granulosa. Et là, donc, ce schéma montre très bien donc, le processus de la stéroïdogénèse, donc notamment donc, ce qui se passe pendant la phase folliculaire précoce. Donc l'ALH va agir au niveau des cellules de la TEC, va permettre la conversion du cholestérol en androgène, androstendione et en testostérone qui passeront au niveau des cellules de la granulosa et qui seront donc aromatisées sous l'action de la FSH en œstrone et en œstradiol. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Eh bien, à partir donc de la partie intermédiaire et tout au long, bien sûr, par la suite de la phase folliculaire tardive, eh bien, on a les cellules de la granulosa qui vont commencer à acquérir des récepteurs de la LH. Alors, on voit ici très bien, on peut voir ici
qu'on a effectivement une augmentation donc, au niveau du follicule préovulatoire, et ben, on a une nette augmentation des récepteurs de la LH avec une diminution des récepteurs de la FSH et de la LH. Alors, quelle est la conséquence pour nous? Et ben, la conséquence, c'est que pendant cette phase folliculaire tardive, la LH va avoir d'autres actions. Elle va, d'une part, on sait qu'au niveau du follicule mature, et ben, ce dernier, il diminue sa dépendance à la FSH, et en contrepartie, il va augmenter sa sensibilité à la LH. Alors cette LH, elle va permettre au niveau des cellules de la granulosa de maintenir, même si on sait que pendant la phase folliculaire tardive, on va avoir une diminution de la FSH du fait des rétrocontrôles négatifs, donc des hormones ovariennes. Mais ce qui va se passer, c'est que la LH, elle va permettre le maintien de toutes les fonctions qui sont FSH dépendante au niveau des cellules de la granulosa, et notamment que ce soit l'aromatisation ou que ce soit donc la synthèse de peptides qui ont des actions paracrines et autocrines, comme les facteurs de croissance ou encore les inhibines et les activines, comme on peut voir clairement au niveau de ce schéma. Alors une autre fonction aussi de la LH, c'est qu'elle a un effet anti-apoptotique, c'est-à-dire qu'elle va permettre la prolifération et donc la croissance folliculaire. Elle va agir contre donc l'apoptose des cellules de la granulosa, et bien sûr, puisque la LH, au niveau des cellules de la TEC, elle permet la conversion du cholestérol en progestérone, et bien au niveau des cellules de la granulosa, elle va avoir le même effet et elle va permettre, donc comme on peut voir ici, alors donc au niveau de la phase folliculaire tardive, au niveau donc des cellules de la granulosa, donc la LH, eh bien elle va permettre donc la synthèse de la progestérone qui va démarrer pendant cette phase folliculaire tardive. La particularité, c'est qu'au niveau des cellules de la granulosa, on n'a pas le complexe enzymatique, le CYP17, qui, comme on a vu dans le schéma précédent, permet de convertir la progestérone en androgène. Et c'est pourquoi, au niveau des cellules de la granulosa, toute la progestérone qui va résulter de la dégradation du cholestérol sous l'action de la LH va persister sous forme de progestérone et ne sera pas convertie en androgène. Alors, ceci, donc ça c'est en résumé un petit peu, donc tous les effets de la LH, ça c'est le rôle direct de la LH. Seulement la LH, elle a également un effet indirect, comme on peut voir ici, par l'intermédiaire des androgènes, puisque les androgènes vont augmenter la sensibilité des cellules de la granulosa à la FSH et en augmentant ces récepteurs. Alors on le voit très bien ici également, cet effet de la testostérone, que ce soit sur l'activité aromatase ou sur la prolifération folliculaire. Donc, en résumé, donc la LH, on voit bien, donc elle a des effets elle a un rôle qui est très très important puisqu'elle a d'une part un effet direct sur la TEC, mais également un effet indirect sur la granulosa. Elle a des actions synergiques avec les facteurs de croissance. Elle intervient dans le recrutement des follicules préentraux et antraux. Et en phase folliculaire tardive, elle a des effets directs sur la croissance folliculaire, sur la synthèse des stéroïdes. Elle maintient les activités de la FSH et elle permet la maturation folliculaire, sans oublier bien sûr son effet anti-apoptose. Alors, quand on voit un petit peu ce rôle important de la LH, la question qu'on va se poser, c'est comment se fait-il que lorsqu'on stimule nos patientes avec de la FSH recombinante seule, eh bien, on arrive tout de même à aboutir à une croissance folliculaire et à avoir donc une maturation ovocytaire adéquate. Et là, donc en y réfléchissant, eh bien, il y a ce concept de fenêtre de la LH qui nous permet de mieux comprendre cela. Donc ça, c'est un concept qui a été décrit depuis 2002, selon lequel lorsqu'on passe en dessous d'un certain seuil de LH, eh bien, on va avoir une production insuffisante de stradiol qui va être responsable donc d'un développement folliculaire inadéquat, pas de prolifération d'endomètre. Et l'exemple type pour comprendre justement cette insuffisance en LH, eh bien, ce sont les patientes qui ont des déficits sévères en FSH et en LH. Ces patientes, si on administre de la FSH recombinante seule, eh bien, on n'aura pas de développement de croissance folliculaire. Par contre, une fois qu'on ajoute de la LH, on va pouvoir donc avoir un développement adéquat. Quand on parle de fenêtre de LH, automatiquement, c'est un intervalle. Donc, il y a une valeur inférieure, mais il y a également une valeur supérieure à ne pas dépasser. Sinon, on aura donc un phénomène d'atrésie.
Alors, si on veut comprendre un peu mieux donc, ces patientes qui ont un déficit sévère en FSH, en NLH, eh bien, ce sont des patientes qui ont soit une altération de la production de la GnRH, soit une altération de la production de la FSH et de la LH. Et ça peut être soit les causes sont nombreuses, elles peuvent être acquises, congénitales ou alors fonctionnelles. Et c'est en fait l'indication par excellence d'une association FSH-LH recombinante. Donc, quand on a une patiente avec ce genre de déficit, il faut obligatoirement leur administrer en stimulation donc une association FSH-LH recombinante. Bon, la question qu'on va se poser, puisque nous, lorsque on stimule nos patientes, on administre des analogues de la GnRH dont l'effet, c'est justement d'inhiber cette hypophyse et de diminuer les niveaux de gonadotrophine circulante pour pouvoir agir et stimuler les ovaires. Donc, notre question, c'est qu'en est-il des autres patientes qu'on inhibe? Est-ce qu'éventuellement, elles aussi, elles auront besoin d'une stimulation de la LH? Alors, depuis longtemps, on sait maintenant que les niveaux circulants endogènes de LH sont suffisants chez les patientes normogonadotropes pour assurer que ce soit la croissance multifolliculaire, que ce soit donc un bon développement folliculaire et ovocytaire, qu'on a besoin uniquement de 1%, que 1% des récepteurs de la LH, donc la liaison, donc juste 1% est suffisant pour avoir donc une stéroïdogénèse adéquate. Et ça nous permet donc de conclure que patiente normogonadotropes, il n'y a pas besoin donc d'ajouter de la LH. La LH endogène est suffisante. Mais là, il y a cette étude intéressante que je voulais partager avec vous. Donc, l'objectif de l'étude, c'était un petit peu de voir le retentissement donc, sur la diminution de la LH en cours de stimulation sur un certain nombre de paramètres. Bon, ils ont comparé les taux de fécondation, les taux d'implantation et les taux de grossesse. Ils n'ont pas trouvé de différence. Mais lorsqu'ils ont comparé les taux de fausses couches, eh bien, comme on peut très bien voir ici, eh bien, au fur et à mesure que le nombre, donc parce qu'ils dosaient à chaque fois donc la LH sérique, alors plus on avait d'épisodes où on trouvait une LH qui était inférieure, alors donc au seuil qu'ils avaient donc choisi, prédéterminé au début de l'étude, qui est de 0,8, eh bien on avait une augmentation des taux de fausses couches, hein, donc avec une augmentation du risque de près de 1,55 fois. Donc là, ça fait un petit peu réfléchir. Oui, on a une croissance folliculaire, on a un développement, mais qu'en est-il par la suite du devenir de cette grossesse? Alors toujours dans ce raisonnement, eh bien on sait qu'avec l'âge, et là c'est très bien schématisé ici, eh bien avec l'âge, on a une diminution des androgènes, hein, donc on voit très bien une diminution de testostérone, le sulfate DHA, la free testostérone donc calculée et l'androstendione, ça diminue avec l'âge, avec une diminution qui est beaucoup plus accélérée au début, c'est-à-dire les premières années de la vie génitale de la femme. Et on a dit au tout début, les androgènes ont un effet important donc sur un effet indirect par l'intermédiaire de la production des oestrogènes et effet direct en augmentant la sensibilité des récepteurs donc, de FSH au niveau de la granulosa. Donc, qu'en est-il? La question, c'est qu'en est-il de ces patientes qui ont des taux d'androgènes bas, c'est-à-dire les patientes d'âge avancé? Alors toujours, cette méta-analyse, toujours, en fait, l'objectif c'était de comparer FSH et LH recombinante avec de la FSH recombinante et cette méta-analyse qui inclut 40 essais contrôlés randomisés, bon, ici elle s'est intéressée à une large population de 18 à 45, donc on avait à peu près toutes les femmes qui étaient incluses et on avait tout de même une petite augmentation des taux de grossesse clinique qui pourrait faire penser que peut-être, on ne va pas donner de la LH à tout le monde, mais peut-être qu'il y a un certain groupe où il serait intéressant de supplémenter avec de la LH. Donc, si on veut résumer un petit peu ce qu'on a vu, et bien sûr en se basant aussi sur les données de la littérature, eh bien, chez les patientes normogonadotropes, mais qui ont une réponse sous-optimale, c'est-à-dire des patientes qui ont des ovaires moins réactifs à la FSH, à savoir
les patientes d'âge avancé, réserve ovarienne diminuée et les hyporépondeuses, peut-être que chez ces patientes, il serait intéressant d'ajouter de la LH. Alors pourquoi ces patientes, elles ont donc cette réponse réduite à la FSH? Eh bien, il peut s'agir soit d'une activité ovarienne paracrine réduite, soit la bioactivité de l'ALH qui est anormale, une capacité de sécrétion d'androgènes comme on a vu chez les patientes âgées qui est réduite, ou encore une anomalie au niveau des récepteurs de la LH. Et donc, en résumant, voilà, donc pas d'intérêt, je redis encore une fois, pas d'intérêt sur une population non sélectionnée, c'est uniquement un certain groupe de patientes chez qui peut-être il serait intéressant donc d'ajouter de l'ALH. Je bouge. D'accord, d'ajouter de l'ALH. Ok. Ok. Bien, alors bien sûr, ça c'est des hypothèses, mais à chaque fois qu'on veut ajouter ou qu'on veut aller dans un protocole thérapeutique, on se base toujours sur des évidences scientifiques, comme j'ai dit précédemment. Et là, donc on va voir un petit peu toutes les études qui ont essayé donc de se pencher sur le sujet. Et là, donc on a cette méta-analyse donc qui a été réalisée par Conforti et justement donc qui avait inclus 12 essais contrôlés randomisés comparant l'association FSH-LH recombinante et FSH recombinante, dont ils ont bien sûr comparé plusieurs paramètres, dont les grossesses cliniques. Et là, j'attire votre attention particulièrement sur, parce que eux, ils avaient pris toutes les patientes, toutes les études qui s'intéressaient à des patientes de plus de 35 ans, mais il y avait certaines études qui s'intéressaient à des patientes entre 35 et 40 ans, et ils ont trouvé qu'il y avait une différence significative lorsqu'on supplémentait avec de la LH chez les patientes entre 35 et 40 ans en termes de grossesse clinique. Alors, même différence a également été retrouvée lorsqu'on parlait d'échec d'implantation chez la même groupe de patientes, c'est-à-dire 35-40 ans. Par contre, quand on switchait donc vers le nombre d'ovocytes, avec la FSH recombinante, on avait effectivement plus d'ovocytes. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est pas beaucoup d'ovocytes, mais c'est le résultat final, c'est-à-dire l'implantation et la grossesse clinique. Alors, en termes de maturation, il n'y avait pas de différence. Alors, on continue toujours dans cette analyse donc on va se dire que effectivement, chez les patientes âgés entre 35 et 40 ans, selon donc les résultats de cette méta-analyse, eh bien, il serait intéressant donc pour avoir de meilleurs taux d'implantation, meilleurs taux de grossesse, donc de supplémenter avec de la LH. Premier groupe de patientes, on a dit, c'était les patientes d'âge avancé. Le deuxième groupe, c'est les mauvaises répondeuses. Et on connaît tous les critères de Bologna pour donc définir les mauvaises répondeuses. C'est des patientes âgées de plus de 40 ans, des patientes qui ont une mauvaise réponse, donc de moins de 3 ovocytes, des patientes qui ont des tests de réserve ovarienne, que ce soit l'AMH ou l'antral follicular count, qui sont donc réduits, ou bien des patientes qui ont fait donc déjà de stimulation avec de mauvaises réponses. Alors, chez ces patientes-là, donc il y a cette... Alors, chez ces patientes-là, donc il y a donc cette... l'étude qu'on a vue tout à l'heure, donc qui avait inclus 40 essais contrôlés randomisés, eh bien, il y avait 4 études qui s'étaient intéressées aux mauvaises répondeuses, et donc ils avaient comparé les résultats en termes de nombre d'ovocytes, et on voit ici clairement qu'on a en fait une augmentation de plus de 75% d'ovocytes chez ces patientes mauvaises répondeuses lorsqu'on administrait de la FSH-LH recombinante. La même chose concernant donc là, les grossesses cliniques, le taux de grossesse clinique également. Donc on a à peu près 30% d'augmentation chez patientes lorsqu'on utilisait une association FSH-LH recombinante. Alors, une autre étude aussi qui a été réalisée dans le but de déterminer l'efficacité et l'innocuité de l'association FSH-LH recombinante. Bien sûr, ils ont utilisé, donc ils ont un peu comparé un certain nombre de paramètres, et comme on voit ici, il n'y avait pas du tout de différence en termes de résultats. Mais en poussant les investigations plus loin,
ils sont allés voir un peu est-ce qu'il y avait une différence entre FSH et LH recombinante et LH en termes de sévérité. Alors donc ce qu'on appelle le baseline severity score, donc ils ont essayé de déterminer ces patientes mauvaises répondeuses, les diviser en fonction de la sévérité donc de cette mauvaise réponse, comme vous voyez ici donc les différentes définitions. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Eh bien chez ces patientes, eh bien, le taux de naissance vivante quand on utilisait de la FSH et LH recombinante était plus intéressant. Donc peut-être qu'il serait intéressant lorsqu'on a un mauvais pronostic donc d'ajouter une supplémentation en LH chez ces patientes. Alors, on a une entité bien particulière, c'est les hyporépondeuses. Alors, les hyporépondeuses, ce sont des mauvaises réponses de stimulation ovarienne également, mais la particularité, c'est que c'est des patientes qui sont jeunes, c'est des patientes qui ont des tests de réserve ovarienne normaux. Donc, on a une AMH normale, on a un compte folliculaire normal. La patiente, quand elle arrive, on est tout content, on va se dire, on va stimuler, on va avoir 15, 18 ovocytes, mais lorsqu'on stimule, eh ben, on se retrouve avec 3 ovocytes éventuellement. Et là, donc voilà, donc c'est une hyporéponse. Alors, quelles sont, pour bien comprendre un petit peu ces patientes, il y a eu donc la classification de Poséidon. Donc, elle a permis de mettre en relief justement ce groupe de patientes, contrairement à donc les critères de Bologna. Alors, c'est une classification qui distingue les patientes en fonction de leur âge, en fonction donc des tests de réserve ovarienne et également en fonction de la réponse à la stimulation ovarienne. Et le groupe qui nous intéresse, nous, c'est ces groupes-là, donc le groupe 1, le groupe 2 particulièrement, puisque c'est des patientes, le groupe 1, c'est des patientes qui sont jeunes, réserve normale et une mauvaise réponse. Là, c'est une patiente, bon, c'est vrai, plus de 35 ans, mais avec une réserve ovarienne qui est normale et une mauvaise réponse. Alors là encore, on a essayé d'étudier ce groupe de patientes pour voir est-ce qu'il y aurait intérêt à supplémenter. Normalement, une patiente, quand elle vient une première fois, on va la stimuler, on va avoir une réponse qui est sous-optimale. Le réflexe, c'est se dire, bon, on va augmenter la dose de FSH la prochaine fois, comme ça, on va avoir une meilleure réponse. Donc, donc les études, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? C'est de voir est-ce qu'il y aurait une différence à augmenter la dose de FSH contre, à la place, supplémenter en ajoutant de la LH. Et donc cette étude, donc, elle a divisé justement donc 4 groupes de patientes, des patientes chez qui on a ajouté, donc on a augmenté la dose de FSH, un autre groupe chez qui on a administré de la LH en plus de la FSH, un groupe chez qui on a donné de l'HMG, puis le groupe témoin qui avait des réponses normales. Et là, les résultats donc, sont très clairs. Lorsqu'on donne FSH et LH recombinante, les résultats en termes de grossesse et de naissance vivante se rapprochent du groupe qui a une réponse normale. Et quand on compare donc ce groupe FSH et LH recombinante avec les patients chez qui on a augmenté la dose de FSH, eh bien, on voit très bien que la FSH et LH recombinante, elle reste supérieure en termes de résultats. Alors, dans la même optique, il y a également donc, cette étude qui a comparé aussi l'élévation, donc augmenter la dose de FSH ou bien donner une association. Et là, en termes de nombre d'ovocytes ponctionnés, eh bien, on a le nombre qui un petit peu se rapproche donc, du groupe témoin qui sont les patientes à réponse normale, avec, donc on voit très bien donc, le groupe chez qui on a augmenté donc, la dose, donc ça reste inférieur. Par contre, bon, les deux groupes restent inférieurs, bien sûr, en termes de grossesse et de naissance vivante par rapport au groupe normal, mais on voit très bien qu'il y a donc toujours cette différence qui est en faveur de l'association FSH-LH recombinante, donc par rapport à augmenter juste les doses de FSH. Donc, en gros, chez les patientes qui ont donc une hyporéponse, eh ben, une supplémentation LH va renforcer encore plus donc, la réponse ovarienne. Alors, quel est le pourquoi? Eh ben, on a déjà dit que les androgènes, ils augmentent la sensibilité à la FSH. Or, c'est des patientes qui ont soit un problème donc, au niveau de la LH qui est moins bioactive, et donc on va supplémenter avec de la LH, soit c'est des patients qui ont un dysfonctionnement au niveau du récepteur de la FSH, et donc on va donner la LH qui va permettre une stéroïdogénèse et donc une synthèse d'androgènes qui vont augmenter la sensibilité
augmenter les récepteurs et augmenter la sensibilité donc des cellules de la granulosa et donc permettre une meilleure croissance folliculaire et de meilleurs résultats. Bien, on a décidé donc d'utiliser une association FSH-LH recombinante. Bon, la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les préparations sur le marché qu'on peut éventuellement utiliser. Alors, il y en a 3, donc soit c'est l'HMG urinaire, soit c'est donc l'ALH, donc l'utropine alpha, ou alors donc l'association FSH recombinante, LH recombinante. Mais ce qui nous intéresse surtout en termes que cliniciens, c'est parce qu'on veut les résultats. Donc, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a une différence entre ces différentes préparations. Et au tout début, donc, on avait parlé de la structure similaire entre la LH et l'HCG. Là, on le voit encore plus, de façon beaucoup plus claire. Donc, même structure en termes concernant la sous-unité alpha. Par contre, on voit ici la différence, alors notamment avec la présence d'un site de glycosylation lié à l'ALN au niveau de la LH. Par contre, au niveau de l'HCG, on a 2 sites de glycosylation liés à l'ALN et on a 4 sites de glycosylation liés à l'eau. Et c'est ce qui lui donne une demi-vie qui est beaucoup plus longue. Donc, presque une structure similaire. Deuxième élément qui rapproche ces 2 molécules, eh bien, c'est en fait même récepteur. Ces 2 molécules ont le même récepteur, mais la réponse cellulaire est différente puisqu'elles vont utiliser des voies de signalisation qui sont différentes. Alors, on voit ici, pour la LH, elle va donner, bien sûr, elle stimule la prolifération cellulaire, elle stimule, bien sûr, la synthèse des androgènes, mais elle stimule également, elle a un effet anti-apoptose, elle inhibe l'apoptose des cellules de la granulosa. Par contre, l'HCG, tout en ayant cet effet donc elle permet la stéroïdogénèse et la synthèse de la progestérone, eh bien, elle a un effet pro-apoptotique. Alors, des études ont été bien sûr réalisées pour essayer de comparer entre ces différentes molécules. Alors, celle-ci, c'était une étude cas témoins qui est assez importante, hein, donc on voit un peu le nombre de patientes, et qui a utilisé 3 groupes de patientes. Certaines ont été stimulées avec l'association FSH-LH recombinante, d'autres avec de l'HMG seul, et d'autres, on a ajouté l'HMG à la FSH recombinante. Et on a comparé que ce soit la consommation de FSH, que ce soit le taux de grossesse par cycle ou par transfert, ou encore le taux d'implantation. Alors, les résultats étaient indiscutablement en faveur de l'association FSH-LH recombinante. Donc, lorsqu'on veut ajouter une activité LH, alors il faut, on aurait de meilleurs résultats. Donc, si on utilisait une association FSH-LH recombinante, c'est-à-dire si on utilisait l'activité LH de la LH qui est présente au niveau assuré par la LH recombinante. Alors, une deuxième étude qui essayait donc de se mettre dans les conditions de la pratique courante et qui a voulu apprécier le taux de grossesse en fonction du nombre d'ovocytes ponctionnés. Et là, on voit très bien, donc là, c'est le taux niveau de grossesse avec le nombre d'ovocytes ponctionnés. Alors, on voit que lorsqu'on est à moins de 8 ovocytes ou moins, on a à peu près les résultats en termes de grossesse des 2 molécules qui est à peu près similaire, mais on a une différence qui est bien nette en termes de grossesse, une fois qu'on dépasse plus de 8 ovocytes ponctionnés. Donc, on peut dire que il est intéressant donc de faire une supplémentation LH donc pour des groupes bien particuliers de patientes. On aurait de meilleurs résultats si on utilisait donc l'activité LH assurée par la LH recombinante. Mais il y a une autre question qui persiste, c'est à quel moment faut-il démarrer donc cette supplémentation LH. Alors donc est-ce qu'il faut la démarrer depuis le début du cycle ou alors donc jusqu'au 6e jour. Donc et là bon les résultats on les voit, ils sont très clairs. On a une augmentation, que ce soit des taux d'implantation ou que ce soit donc des taux de grossesse quand on commence premier jour du cycle. Bien, alors on va essayer un petit peu de résumer tout ce qu'on a vu, donc sous forme de messages à retenir. Donc on a dit au tout début, quand on a parlé de la physiologie, la LH, elle est cruciale, indispensable, elle est importante, c'est un élément très important pour avoir une croissance folliculaire, une maturation ovocytaire. Bien sûr, il ne s'agit pas donc de l'administrer, de supplémenter la LH, c'est toutes nos patientes qui sont en stimulation ovarienne. C'est
indiqué, bien sûr, exclusivement donc, chez les patientes qui ont un déficit en FSH-LH. Donc, à ce moment-là, il faut administrer de la FSH-LH recombinant chez ces patientes. Aussi, alors, on a vu un peu l'effet positif donc, du supplémentation LH chez les patientes d'âge avancé, plus précisément cette tranche entre 35 et 40 ans. Ça va nous permettre d'augmenter le nombre d'ovocytes et nos taux de grossesse. Chez les hyporépondeuses aussi, donc il y aurait un bénéfice à supplémenter avec de la LH pendant la stimulation. Et en termes d'équivalence de l'HMG et de la LH, en termes d'activité LH, eh bien, elles ne sont pas similaires, ni sur le plan moléculaire, ni sur le plan fonctionnel. Donc, si on veut aller dans le cas vers un protocole de stimulation qui implique une supplémentation avec de la LH, utiliser donc une association FSH-LH recombinante pour potentialiser donc, nos résultats. Et je vous remercie.